Au tout début, quand les athlètes m'ont vu arriver et que je leur ai dit on va créer une équipe internationale et on va aller faire des courses partout dans le monde, ils m'ont regardé avec des yeux en me disant qu'est-ce qu'il est en train de nous dire celui-là, quoi. Voilà, au départ, je m'étais échauffé comme si j'allais faire un 10 km. Je prends le départ et dès la première côte, je pars tout seul. Je passe au kilomètre 18 en un petit peu plus d'une heure. J'avais battu le record du checkpoint et tout le monde me prenait pour un fou. Et derrière, en fait, ça commençait à vraiment se poser des questions, à s'accélérer. Salut à toutes les trailers et à tous les trailers, c'est Nico au micro et vous écoutez Let's Try, le podcast. Pour ce projet consacré 100% à la pratique et à la communauté du trail running, j'ai décidé de partir à la rencontre des différentes personnalités qui constituent ce milieu. Trailers inconnus, organisateurs de courses, athlètes de très haut niveau ou encore figures médiatiques, je souhaite vous faire bénéficier de leur expérience à travers un entretien au format long qui me permettra de vous faire découvrir plusieurs aspects de mes invités et ainsi connaître leurs histoires, leurs peurs, leurs motivations et leurs petits secrets. Pour constituer une réelle communauté autour de ce projet, chers auditeurs, je vous demande de participer à votre manière en notant avec 5 étoiles et en mettant un petit commentaire sur Apple Podcast ou en vous inscrivant à la newsletter mensuelle. Et d'ailleurs à ce sujet, je vais vous lire les quelques commentaires que j'ai reçus récemment sur cette plateforme. Un merci tout particulier à Nico66490 qui dit « Encore un super moment passé à écouter cet épisode, merci Nico ». Laurent77AB qui indique « J'ai découvert votre podcast en écoutant l'épisode avec Guillaume de Dans la tête d'un coureur et j'ai trouvé ça très intéressant. Très heureux d'avoir un nouveau podcast trail à écouter. Je te remercie Laurent. » Un autre message de Rémi Carpe Diem. Tu fais un super boulot, tu m'as accompagné pendant toutes mes dernières sorties de confinement. Merci à toi. Un autre message de To06650. Top à écouter et franchement très bien de mettre en avant d'autres que les ultra champions. Photographe, journaliste, coureur, du milieu de peloton, super principe. Tu peux me contacter si tu veux. J'hésiterai pas, To06650 à te contacter prochainement. Un message de notre ami le Taz Trail Runner, je pense que beaucoup d'entre nous le connaissent. Merci Nico pour les échanges que tu nous partages au naturel et sans filtre. Le Taz. Le Taz, on se retrouve très prochainement en physique. Un autre petit message de Pitre31. Super podcast, très agréable à écouter, bravo. Pedro Milou, j'ai découvert ce podcast pour changer de la musique lors de mes sorties, j'adore ton podcast, continue comme ça, merci beaucoup pour ton travail. Amandine Pezzani, salut Amandine, merci beaucoup pour tous les retours que tu me fais au quotidien. Un podcast qui évolue de façon très positive au fur et à mesure des épisodes, intéressant, motivant, drôle et mené avec simplicité, le format est vraiment très cool pour les sorties longues. Les personnes interviewées en plus d'être finement sélectionnées sont livrées sans paillettes, en pleine transparence et c'est un plaisir de les écouter. Nico est un passionné et ses qualités journalistiques s'améliorent à chaque épisode, à découvrir et à suivre. Je te remercie Amandine, mais bon je le répète, je ne suis pas journaliste, je fais vraiment ce que je peux et je suis heureux que ça te plaise. Un autre petit message d'Eden A82. Assurément le meilleur podcast trail existant en France, j'adore écouter mes interviews pendant mes longues sorties trail. Je suis très honoré de ce commentaire Eden, merci beaucoup. Un petit message de mon ami Denis. Déferla, certainement le meilleur format de podcast. Si vous aimez découvrir les différents acteurs du trail dans un format efficace et proche des personnes interviewées, alors ce podcast est fait pour vous. Un grand bravo à Nico pour son investissement pour que ce projet puisse exister. Denis, on se retrouve bientôt dans les calanques pour la traversée. Un autre message d'Emilie Moule. J'aime beaucoup vous écouter sans prise de tête. Le format est parfait pour les sorties. Puis les interviews font vraiment le tour du sujet. Félicitations. Voilà, il y en a encore énormément des comme ça. Je vous remercie tous du fond du cœur de ces messages de soutien. Et c'est grâce à ces messages-là que je continuerai, que je m'aperçois que ça plaît à énormément de monde. Donc n'hésitez pas à me faire ce type de retour sur Apple Podcast et notez avec 5 étoiles. Je vous remercie énormément. Et nous allons donc passer maintenant à la présentation de l'invité du jour. Aujourd'hui, je reçois un ancien VTTiste professionnel, vainqueur d'une Coupe du Monde de VTT X-Country en 99, champion du monde militaire de cyclocross en 98, vice-champion d'Europe de VTT en 99. Il a également effectué beaucoup de raids multisports, comme le raid Sab Salomon en 2005 où il termine deuxième. Mais ce qui nous intéresse le plus dans ce podcast, il a été 3ème du Marathon du Mont Blanc en 2006 et 2012, 5ème du Pacific Marathon en 2012, 1er de la Maxi Race China en 2016, 5ème du 90 km du Mont Blanc en 2017, ou encore 9ème de l'Ultra Trail de Cape Town en Afrique du Sud en 2019. Ce qui va nous intéresser le plus et ce dont nous allons parler principalement dans cet épisode, ce sont les fonctions de responsable du sport marketing et community marketing pour Salomon au niveau international, et il est également team manager de l'équipe internationale de trail chez Salomon.
Dans cet épisode, nous allons parler de tout un tas de sujets, comme son parcours de vie, ses premiers pas dans le sport, sa longue carrière de vététiste, mais nous allons parler aussi du Golden Trail World Series, de ses premiers pas en tant que team manager pour Salomon International, et tout un tas d'autres sujets. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps, et je laisse place à ma conversation avec Greg Vollet. Aujourd'hui, je suis avec Grégory Vollet. Grégory, je te souhaite la bienvenue dans le podcast. Et je te remercie d'avoir répondu favorablement à ma demande. Merci, bonjour à tous. Salut. Grégory, alors pour ceux qui ne le savent pas ou qui écoutent l'épisode après coup, nous venons de sortir du confinement lié au coronavirus. Est-ce que tu peux un peu m'évoquer la situation te concernant, comment s'est passé le confinement et comment sont passés les premiers jours de déconfinement? Alors déjà, les premiers jours de confinement, en fait, j'ai chopé le Covid. Ouais. Voilà, donc ça a été compliqué pendant presque 2 semaines, 10 jours, où j'ai eu de la fièvre, j'ai eu des forts mal de tête, mal de crâne, et puis un coup froid, un coup chaud. Enfin, j'avais du mal en fait à vraiment savoir ce que c'était comme maladie. Et puis c'est au bout d'un moment où je me suis dit si, forcément, c'est ça, c'est le Covid. C'était au début? Ouais, c'était au tout début. D'accord. Et en fait, c'est le jour où on a confiné, j'étais déjà malade. D'accord. Et ouais, ça m'a pris quand même un petit peu de temps, d'énergie aussi. Et puis j'ai contacté mon médecin pour pouvoir faire une téléconsultation. Téléconsultation, voilà. Mmh. Et finalement, il m'a dit écoute, à part prendre du paracétamol, il n'y a rien d'autre à faire. Donc voilà, j'ai attendu que ça passe. J'en ai profité pour le repasser à toute ma famille. Comme ça, on en a profité ensemble. Immunité familiale. Voilà. Et puis une fois que tout le monde l'a eu, maintenant on est tranquille. Non, en fait, il y a que ma femme et mon fils qui l'ont eu, et puis ma fille, elle, a rien eu du tout. D'accord. Donc ils ont 16 et 18. D'accord, donc le confinement compliqué, quoi. Ouais, en tout cas le début. Après, c'est vrai que ça n'a pas été forcément simple parce qu'on habite aussi dans un appartement avec un chien. Donc voilà, il a fallu qu'on s'adapte. Je crois que ça a été une période quand même très intéressante sur une prise de recul sur notre façon de consommer, de recul sur la société. Voilà, pas mal de chercher aussi des solutions, essayer de voir un petit peu comment on pouvait faire à notre niveau évoluer les choses. Donc ça. Prise de recul. Oui, je trouve qu'il y a eu un vrai temps d'arrêt qui a fait du bien, en tout cas personnellement. Et puis le déconfinement, malheureusement depuis lundi il pleut ici sur Annecy, donc ça fait 3 jours que j'attends de sortir. En fait, aujourd'hui j'avais prévu d'aller faire une grande sortie de vélo, et puis c'était vraiment l'orage, c'était de grosses pluies, donc voilà, je vais attendre certainement le week-end prochain comme beaucoup. Pour en profiter. Voilà. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, alors je suis responsable du sports marketing et community marketing pour Salomon au niveau monde. Et donc également team manager de l'équipe internationale de trail running. Alors c'est assez large comme boulot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'essaye en fait de m'occuper à tout ce qui touche aux athlètes. Ça va être les réseaux sociaux, donc Salomon Running. Ça va être Salomon TV, tous les épisodes d'inspiration qui sont souvent faits avec des athlètes, mais pas forcément. Ça va être des événements communautaires qui sont faits avec des magasins, comme les How to Trail Run Workshop, par exemple. Ça va être des contacts avec des journalistes
Ça va être de l'événementiel avec la Golden Trail. Ou autre, ça va être une négociation de contrat avec des athlètes, mais aussi le travail sur leur calendrier international, sur leur communication. Voilà, j'en oublie. Un emploi du temps bien chargé, quoi. Très chargé. Oui, mais ce qui est super, c'est que je fais rarement la même chose. Enfin, c'est extrêmement diversifié et c'est passionnant. Et il faut être passionné pour faire ce métier de toute façon parce que ça demande énormément d'investissement, beaucoup de déplacements aussi. Je suis une centaine de jours en déplacement dans l'année sur des compétitions, sur des stages. Voilà. On organise également des académies, des stages d'entraînement, voilà, plein de choses. C'est assez assez vaste. C'est assez vaste. Création de contenu. Dans le podcast que j'anime, j'aime bien connaître les personnes que j'interviewe et ça passe notamment par l'enfance et par l'évolution au sein de la vie de l'invité. Est-ce que tu peux nous parler de cet aspect-là où tu as grandi? Comment étais-tu enfant? Ouais, alors je suis né à Fontainebleau en Seine-et-Marne. J'ai eu la chance de grandir à côté de la forêt de Poligny, qui reste la forêt de mon cœur, et qui est une formidable forêt proche donc de la forêt de Fontainebleau. Et je me suis mis à l'âge de 6 ans à la course à pied, tout simplement parce que je tenais pas en place. J'étais un peu un hyper nerveux et que le docteur a dit à mes parents que ce serait bien que si je me dépensais un peu. Donc je me suis inscrit au club d'athlé de Soupe-sur-Loing. D'accord. Et puis j'ai fait de l'athlé jusqu'à l'âge de 16 ans à peu près. Et j'avais une très forte envie déjà depuis plusieurs années de faire du vélo parce que j'avais beaucoup de copains à l'école qui faisaient déjà du vélo. Mon grand frère faisait du vélo et de route de route, ouais, à l'époque. Et j'avais envie d'aller rouler avec eux, de partager des histoires, enfin, à les entendre parler autour de la table, ça me faisait rêver. Sauf que voilà, mon père ne voulait pas que je fasse du vélo avant l'âge de 16 ans parce qu'il trouvait que c'était trop dangereux. Donc, lors de mon 16e anniversaire, j'ai reçu une licence et j'ai pu commencer en cadet deuxième année en vélo. Tout d'abord en vélo de route pour la première année et puis après j'ai commencé à m'inscrire à des courses de VTT. C'était le tout début, c'était en 91. Et tout de suite, j'ai adoré parce que il y avait un vrai effort physique à donner. C'était moins tactique en fait que le vélo de route. Et puis il y avait en fait tout un pan qui est très proche finalement du trail running aujourd'hui, qui était sur l'exploration, sur l'improvisation technique. C'est là où j'excellais le plus, c'est-à-dire de prendre une descente extrêmement rapide qu'on ne connaît pas et d'adapter son pilotage pour passer le plus vite possible. C'était vraiment du VTT. C'était sur quel format de course tu étais à l'époque? Alors, de cadet à junior, à senior, je suis resté donc sur le VTT cross-country. Et à l'époque, donc avant 1996, qui a été une date fatidique pour le VTT, c'était des circuits qui allaient jusqu'à une boucle de 50 km ou 3 boucles de 17 ou 15 km. Enfin voilà, c'était à peu près ça. Et voilà, j'ai été assez performant assez vite. Je suis passé professionnel à l'âge de 20 ans en vélo tout-terrain. Et puis j'ai fait plusieurs équipes, donc le team MBK, le team Giant International, le team Bianchi International. Après, j'ai monté ma propre structure avec Commensal. Et donc, voilà, je suis passé par d'agréables moments, des super souvenirs, de beaux résultats. Et puis,
Et puis derrière, j'ai essayé de passer pro sur route. Donc j'ai fait 1 an sur la route. Et là, par contre, j'ai pas vraiment apprécié l'ambiance. Donc je pouvais continuer. J'avais eu une proposition pour passer chez la boulangère encore, mais vraiment, c'était pas fait pour moi. Donc je me suis reconverti en tant que chef de produit pour Octos et Icoi. Donc c'était de l'accessoire cycle à l'époque, pendant 3 ans. Et j'ai commencé par arrêter le sport, sauf qu'au bout de 6 mois, j'étais redevenu intenable. Nu en cage. C'est ça. Et chez Octos, en fait, je sponsorisais une équipe de raid multisport qui participait aux Coupes du Monde de raid multisport. Okay. À l'époque, ça s'appelait les Salomon Sab Series. D'accord. Et je les sponsorisais donc pour tout l'équipement Octos. Et puis, ils me connaissaient de nom et ils m'ont demandé si ça pouvait m'intéresser de rentrer dans leur équipe. Moi, qui faisais du VTT, qui adorais aussi courir à pied, j'adorais également faire du raid pour le plaisir à côté. Donc ça a été vraiment une super opportunité. Voilà, je suis rentré dans cette équipe Équilibre Attitude. Et puis on a fait pendant 3 ans toutes les coupes du monde de raid. On a réussi à avoir des super résultats également, super souvenirs avec Franck Salgue, Guillaume de Mangeon. Et on a terminé 2e au classement général de la dernière année. Quand tu dis raid, c'était trail et VTT. Alors il y avait tout. Tous les sports, hein. Il y avait roller, il y avait escalade, il y avait canoë, il y avait spéléologie, alpinisme, voilà, c'était tout. Et en fait, c'était une course qui durait 35 heures. D'accord. Et il fallait en fait être toujours 3 en course, et puis un qui sortait, et c'était 3 hommes et 1 femme. D'accord. Voilà. Et puis en fin de compte, j'ai eu du mal au début à me remettre à la course à pied parce que j'avais plus les muscles qui étaient adaptés à toutes ces vibrations musculaires. Et je me souviens, j'étais en Écosse lors d'une Coupe du Monde et j'ai fini par descendre en marche arrière, tellement j'en pouvais plus. Et je leur ai dit, écoutez, je ne sais pas si je suis le bon client pour vous là, va peut-être falloir que vous cherchiez quelqu'un d'autre parce que je suis capable effectivement de vous tracter en VTT, de vous faire gagner des étapes quand c'est du VTT, mais par contre en trail running, je vois bien que je vous freine. Et finalement, je me suis mis au trail running en 2003 de mémoire pour en fait m'entraîner pour les raids multisports. D'accord. C'était pas une fin, c'était un moyen. Voilà, l'idée c'était vraiment d'aider mon équipe à être plus forte et à ce que je les ralentisse pas en trail running. Parce que j'étais très fort à la montée, mais par contre, à la descente, j'avançais plus. Et au fur et à mesure des entraînements, j'ai retrouvé en fait exactement le même pilotage que j'avais en vélo tout-terrain, mais à pied. Et après, j'ai commencé à vraiment faire de plus en plus de trail running jusqu'à terminer 2 fois 3e du challenge national Salomon de trail running en 2005-2007. Donc le raid a été la bascule. La bascule entre le VTT et entre le vélo et le trail running. Voilà, tout à fait, ouais. Le trail running, le trail running évidemment, mais le raid, j'ai adoré et c'est dommage qu'il n'y ait plus autant d'organisations qu'il y avait aussi à cette époque parce que il y avait une cohésion en fait d'équipes qui était extrêmement forte. Et tu as une explication pourquoi il y a moins d'événements qu'avant, de raids? En fait, il y a
Salomon qui investissait énormément d'argent dans l'organisation et le développement du raid multisport. Et puis, du jour au lendemain, ils ont décidé de switcher en fait du raid multisport au trail running, tout simplement parce que la visibilité des vêtements ou des chaussures outdoor était beaucoup plus cohérente sur du trail que lorsqu'on faisait du VTT, du canoë, de l'escalade, et où finalement on n'utilisait pas des chaussures de trail. Donc, et à l'époque, quand j'ai commencé à courir en trail et avoir des résultats, je suis rentré chez Decathlon professionnellement. Et du coup, je faisais partie aussi du team Quechua avec Vincent Delbar et Lawa Sherpa. D'accord. Ça, c'était en quelle année, ça ? 2007, je crois. 2007. 2007, 2008, ouais. Et donc les premiers pas dans cette communauté du trail running, ça a été comment tu as perçu une différence d'approche dans la communauté entre le raid ou le VTT et le trail running? Tu as senti comment c'était à l'époque le trail running? La communauté était comment? Eh bien, c'est resté très proche de ce qu'était le VTT dans le début des années 90. Pas comme le raid, parce que le raid, c'était vraiment un sport d'équipe. Le trail running, on était vraiment comme le VTT, c'est-à-dire un sport individuel qui peut se pratiquer en équipe. Mais oui, c'était les mêmes valeurs d'exploration, des valeurs de liberté, d'envie, beaucoup de passionnés qui a toujours aujourd'hui d'ailleurs. Tout à l'heure, tu parlais de la communauté du VTT et de son effondrement, entre guillemets. D'après toi, qu'est-ce qu'il faudrait faire dans le trail running pour éviter que ça se reproduise dans notre communauté? Alors, c'est important, c'est de rappeler justement ce qui s'est passé dans le monde du VTT pour éviter que ça se reproduise dans le monde du trail running. Comme je le disais tout à l'heure, au début, on était sur des courses qui faisaient presque 50 km, entre 40 et 50 km, et qu'il y avait entre 1 et 3 boucles maximum. En 1996, il y avait les Jeux Olympiques d'Atlanta et la fédération a décidé d'intégrer en fait le VTT cross-country au JO. Et c'est cette simple décision qui a été catastrophique pour l'avenir du trail. Ouais, lapsus. Lapsus, ouais. Alors pourquoi ? Tout simplement parce qu'au début, il fallait que le sport devienne télévisuel. Il fallait que ça devienne un spectacle. Il fallait qu'on puisse le filmer facilement avec une trentaine, une quarantaine de caméras le long du parcours. Donc on a commencé à faire 6 tours, puis 9 tours, puis il a fallu qu'on réduise les kilomètres parce que le format olympique, c'est à peu près 1h30 avec des publicités toutes les 15 minutes. Et puis, il faut que ce soit rentable. Donc, sur les Jeux olympiques suivants à Sydney, il fallait 24 caméras. Et puis, sur ceux d'après, il fallait réduire encore. Donc, du coup, on a commencé à faire des parcours de plus en plus artificiels avec des montées qui étaient en zigzag où une seule caméra était capable de filmer pratiquement 1 kilomètre. J'exagère un peu. Mais en tout cas, il fallait que ça rentre dans le moule des Jeux Olympiques. Or, c'est un sport outdoor qui se pratique en montagne, pas forcément en montagne, qui se pratique dans la nature et l'essence même du vélo tout-terrain, c'est la découverte, c'est l'exploration, c'est l'improvisation. Toutes ces valeurs ont été complètement enlevées du sport pour garder uniquement la compétition entre les athlètes. Mais l'essence même du sport a été perdue. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau national ? Les Coupes de France
voulaient ressembler de plus en plus à des Coupes du Monde pour que ce soit également mieux télévisé, homogène, et puis ça pouvait être un bon entraînement pour les élites, etc. Au début des années 90, les courses de VTT dans tous les villages, comme il y a le trail running aujourd'hui, et en Coupe de France, il y avait 1500, 2000 participants. C'était impressionnant le nombre de personnes qui bougeaient pour aller se retrouver, comme l'être aussi aujourd'hui sur certaines courses, comme le marathon du Mont Blanc par exemple. Et puis, il y a eu donc ce nombre de tours qui se sont multipliés, et la fédération a dit, écoutez, si vous êtes doublé, vous êtes obligé d'abandonner, parce que sinon vous allez gêner les élites. Donc si jamais la moto ouvreuse vous double, vous sortez du parcours. Je me souviendrai longtemps d'une course à Saint-Jean-de-Luz où il y avait mon frère qui est pâtissier et qui n'a pas le temps de s'entraîner. Il était là pour le plaisir, mais comme beaucoup, et c'est normal. Et il n'a pas eu le temps de faire 2 tours, qui s'est déjà fait doubler par la moto ouvreuse. Et ce jour-là, on est parti peut-être à 1200 au départ, et on a terminé la course à 72. Ça a été le déclin du cross-country, jusqu'au moment où l'enduro a refait surface et a refleuri un petit peu ce milieu du VTT. Mais en tout cas, le cross-country n'en s'est jamais relevé. Il y a quelques courses qui ont réussi à garder les valeurs d'origine. Comme le Rock d'Azur, par exemple. Le Rock d'Azur, comme la Forestière, comme des courses qui étaient la transjurassienne, des courses la transvésubienne. Il y a des courses qui n'existent même plus maintenant. Mais en tout cas, qui est la transmaurienne, qui arrivait à garder l'esprit originel du VTT, contrairement à beaucoup de courses qui sont devenues finalement des cyclocross longs. Et moi, ma peur, c'est qu'un jour, le trail running aille aux Jeux Olympiques et qu'on se retrouve à avoir un cross-country long. Et on dira que c'est du trail running. Et ça ne sera plus du tout aussi technique, parce que il faudra que ce soit télévisuel, et on pourrait à l'extrême faire une course dans un hippodrome. J'exagère évidemment, mais... Non, mais c'est un peu la sensation que ça donne quand tu regardes. J'avais regardé les derniers JO effectivement en VTT, ça donnait cette impression-là, quoi. C'était une espèce de vélodrome naturel, mais point barre, quoi. Voilà, il faut surtout se battre, et là, j'espère que la communauté sera suffisamment forte, parce que on a un énorme problème avec les fédérations qui poussent absolument le sport à aller aux Jeux Olympiques pour pouvoir recevoir des aides gouvernementales, des aides financières. Donc, ils ont un intérêt pécuniaire à pousser le sport vers les JO, alors que c'est à l'opposé de l'essence même de ce sport. Et puis l'avantage, c'est qu'on a le recul de ce qui est arrivé au VTT pour... effectivement, alors, il faudrait qu'il y ait une levée de bouclier de toute la communauté, quoi. C'est ça. Alors, on peut prendre d'autres exemples. Ça existe aussi pour le triathlon. Le triathlon, jusqu'à il y a quelques années, c'était la longue distance qui était plutôt la plus importante dans le milieu du triathlon. Et puis, ils ont sorti la discipline triathlon distance olympique. Et encore une fois, il fallait intégrer le moule d'1h30. Et puis, ce ne sont plus du tout les mêmes athlètes, les mêmes formats. C'est devenu un sprint. Alors, ça en reste spectaculaire, mais pour quelqu'un comme moi, l'Ironman reste
beaucoup plus dans l'esprit originel que le peut être le triathlon olympique. Et on peut prendre aussi l'exemple du ski alpinisme, vu qu'ils essayent de le pousser au JO, et où dans ski alpinisme, il y a alpinisme, ce qui veut dire que l'idée, c'est quand même d'aller en haut des montagnes, potentiellement de cramponner, de mettre les skis dans le dos et d'aller d'un endroit à un autre, ou en tout cas de faire une très belle boucle hors des stations. Qu'est-ce qui se passe? Une fois de plus, ils font des boucles dans des stations de ski et ils relient une piste à une autre. Et ce n'est plus du tout l'origine du ski alpinisme, comme peut l'être la Pyramenta. Et beaucoup d'athlètes qui se retrouvent pas dans ce format et n'ont pas envie de participer aux Coupes du Monde parce qu'ils ne retrouvent pas leur sport, pas les valeurs de leur sport. Et le sport, ce n'est pas que de la compétition, c'est aussi énormément d'émotions à vivre. Et l'émotion seule de la compétition, parfois, elle est insuffisante. Surtout dans le trail, c'est clair que c'est un sport, je pense, qui va à contre-courant de cet esprit compétitif exclusif qu'on trouve dans les JO. Après, c'est mon point de vue. Mais toi, de ton point de vue, effectivement, on peut dire que à partir du moment où le trail va aux JO, c'est terminé. Alors, c'est terminé. C'est terminé. On aura plus de mauvaise décision. Encore une fois, c'est aussi pour ça que nous avons pris des décisions en amont en créant une série privée où on serait le garant, en tout cas, de la continuité du trail running et de ses valeurs. C'est-à-dire que si jamais, effectivement, le trail va au JO et qu'il y a des séries nationales, internationales développées par les fédérations qui sont dans le moule des JO, nous, on restera sur l'esprit originel avec notre série parce que, comme Ironman en triathlon, finalement, ils sont capables de garder leur état d'esprit, en tout cas le sport. Après, nous, c'est vrai que on n'a pas cette ambition business que l'Ironman peut avoir, parce que on ne vit pas de la série. Nous, en fait, on essaye de développer le sport à une audience la plus large possible, développer le sport dans le monde, et c'est mon boulot depuis plus de 10 ans maintenant. Et l'idée, c'est qu'à la fin du compte, on arrive à vendre plus d'équipements sportifs Salomon. Mais dans ce développement sportif, dans ce développement du sport dans le monde, la stratégie sur laquelle je travaille depuis le début, et elle n'a toujours pas changé, c'est dans le respect des autres marques. C'est-à-dire que en 2009, 2010, quand je suis arrivé dans le monde du trail running, on va dire que le marché, il était gros comme une pizza, et Salomon avait 30% de ce marché. Aujourd'hui, cette pizza, elle est 10 fois plus grosse, et Salomon a toujours 30% de ce marché. L'idée, c'était pas d'aller chercher du pourcentage de marché sur nos concurrents, c'était de les inspirer, de les influencer à s'investir avec nous dans le développement du sport. Et tout le monde en a profité, et tout le monde continue d'en profiter aujourd'hui, que ce soit les équipementiers, les athlètes, les journalistes et tous ceux qui gravitent autour du monde du trail running. Mais depuis 10 ans, qu'ont fait les fédérations pour développer le sport dans le monde? Est-ce que la fédération sponsorise des athlètes?
Est-ce que la fédération sponsorise des événements? Est-ce qu'ils créent du contenu inspirationnel? Est-ce qu'ils sont très actifs sur les réseaux sociaux? Je me pose, voilà, je me pose pas les questions, parce que les réponses, je les ai. La réponse est évidente. Mais voilà, le trail running a été énormément développé par l'investissement des marques. Des marques. Et ça, c'est comme ça que ça peut être le plus rapide, parce que ce sont des investissements privés. Et c'est pour ça qu'en 2010, j'ai voulu créer tout de suite une équipe internationale de trail running. Donc de cette époque-là, il reste que Kilian, je crois, Ricky Lightfoot en Angleterre, Ricky Gates aux États-Unis. François, il a dû arriver juste en 2011, l'année d'après, je crois. Juste après, genre. En tout cas, l'idée, c'était vraiment de dire, on va créer une équipe. Donc forcément, hein, j'ai fait un parallèle avec le VTT. C'était évident pour moi qu'il fallait que j'ai des outils et que je sache m'en servir rapidement. Et on a tout de suite créé énormément de contenu, alors qu'à l'époque, les stabilisateurs de GoPro, ça n'existait pas. Les GoPro, c'était les premiers modèles avec une grosse boîte pour qu'elle soit à peu près étanche, et ça faisait du bruit d'ailleurs, parce que la caméra bougeait dans la boîte. Enfin, voilà, on a vécu les premières années avec, voilà, moi je suis arrivé, j'ai ouvert la page Facebook Salomon Running. Elle n'existait pas. Justement, puisque tu en parles de cette année 2009, c'était l'année où tu as commencé à être représentant des athlètes pour Salomon International Elite. Est-ce que tu peux nous parler des débuts avec, donc, comme tu disais tout à l'heure, Kilian, etc. Comment ça s'est passé, tes premiers pas, avec notamment la relation avec les athlètes dont tu t'occupais? Alors l'idée, c'était à la base d'organiser ce qu'on appelait à l'époque une Advance Week, c'est-à-dire que on rassemblait les athlètes avec les ingénieurs de la marque pour travailler sur du développement produit. C'est des choses qu'on fait toujours aujourd'hui, c'est juste que ça a changé de nom. Mais chaque année, il y a un stage d'entraînement avec les athlètes, et les athlètes viennent à Annecy pendant plusieurs jours pour travailler et tester des prototypes, développer des idées, que ce soit en vêtements, en chaussures ou en sac à dos. Et après, ils partent en stage et ils font des retours de test terrain, plus de la durabilité, etc. Donc oui, au tout début, quand les athlètes m'ont vu arriver et que je leur ai dit on va créer une équipe internationale et on va aller faire des courses partout dans le monde, ils m'ont regardé avec des yeux en me disant qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, celui-là, quoi. Il y avait combien d'athlètes à cette époque-là dans le team? Une douzaine. Il y avait Anna Frost. Émilie, Thomas? Non, Émilie, elle est arrivée en 2012. Ouais, il y avait Thomas, effectivement. Il y avait Malardet, Christophe. Et puis, au début, il y avait Nerea Martinez aussi, Miguel Heras. Ouais. Il y avait, au début, on s'est surtout fixé quelques courses. Donc la première, c'était la Western State avec Kilian. Et après, il y avait déjà Ryan Sandes aussi, je crois. Voilà, il est d'Afrique du Sud. Voilà, c'est ça. Et au fur et à mesure, en fait, les athlètes ont vu que c'était pas des promesses en l'air, et j'ai vraiment pas l'habitude de faire des promesses non tenues. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très très important pour moi. Et ils ont tout de suite vu l'intérêt. On a l'année d'après, en 2012, je crois, 2011, on a été courir sur les 5 continents, faire des compétitions, et on a essayé de créer tout de suite des événements communautaires
On a fait en 2011 déjà des How to Trail Run Workshop en Chine. 2012. Ça Ouais. fait presque 10 ans. C'est ça. Et en fait, c'est là-bas que j'ai inventé un petit peu ce format parce que je pensais pas du tout d'ailleurs le développer après dans le monde. Je l'ai travaillé. Tu peux nous préciser un peu le format dont tu parles? Ouais, la How to Trail Run Workshop, en fait, c'est vraiment destiné aux débutants, enfin aux débutants, même aux confirmés finalement, c'est pour apprendre vraiment les bons gestes en trail running, c'est-à-dire comment faire du power hiking, comment utiliser des bâtons en courant et comment courir en descente, à la montée, comment être économique, comment bien amortir. Voilà, c'est tout plein de conseils. Et au début, j'ai développé ce format uniquement avec les Chinois parce que chaque année, j'allais en Chine pour la Salomon Running Academy chinoise et ils étaient très friands d'apprendre comment il fallait courir. Et en fait, c'est parti de là. Je ne pensais pas que ça prendrait autant d'importance par la suite. Mais finalement, après, on a développé carrément des vidéos qui sont en ligne et qui expliquent assez bien toutes les techniques du trail running. Ouais, j'en ai vu certaines, effectivement, c'est très bien détaillé. Et c'est par petits groupes, du coup? Oui, généralement, on essaye quand même que ce soit des groupes à taille humaine, donc de 10-15 personnes maximum, pour qu'on puisse en fait donner des conseils personnalisés à chacun. C'est important de montrer l'exemple, mais après, c'est important aussi que chacun passe vraiment devant nous et qu'on essaye de corriger, parce que c'est difficile de se voir soi-même, d'avoir un œil externe qui te dit tu as les genoux qui partent un peu vers l'extérieur. Souvent, on s'imagine très beau et avec une très belle foulée, ce qui est en général pas souvent le cas. C'est le cas pour quasiment tout le monde, hein, donc voilà, faut être rassuré là-dessus, quoi. Et pour en revenir à cette période-là au début, donc tu prends tes 12 athlètes internationaux et puis vous faites les courses les plus connues mondialement. Et comment ça se passe? Qu'est-ce que tu en retiens de ces premières années? Alors en fait, comme je le disais tout à l'heure, j'ai repris toutes mes expériences du VTT, les bonnes comme les mauvaises, pour essayer de créer la meilleure équipe possible. Quand j'étais dans l'équipe Giant International, j'avais l'impression d'appartenir à une famille. On était parti beaucoup plus qu'en trail running. On partait faire des tournées européennes, des tournées américaines, et on partait 3 semaines. On revenait une semaine à la maison et on repartait 3 semaines, on revenait une semaine à la maison, etc. Donc on était tout le temps ensemble. On avait notre mécanicien, on avait notre kiné, et puis on était 4 coureurs. Il y avait 2 Norvégiens, un Danois et moi. Et finalement, on avait l'impression d'être dans une vraie famille. Et d'ailleurs, mon fils a le prénom du Danois, de l'un d'eux, Lenny, tellement on était proches comme des frères. Et quand je suis arrivé chez Salomon, je savais que c'était la première chose à faire, c'était de créer cet esprit de famille qui allait en fait nous unir de manière très forte et qui allait perdurer dans le temps. Ce qu'il faut, c'est avoir un noyau dur et puis avoir des électrons autour qu'on fait rentrer petit à petit dans le noyau. Et ça marche toujours aujourd'hui. Et les athlètes qui viennent chez Salomon, généralement, ils repartent pas. On peut le voir avec Kylian. Hein.
Alors avec Kylian, mais avec François, avec beaucoup d'athlètes chez nous. Quand ils rentrent chez nous, ils font pratiquement toute leur carrière avec nous parce que ils veulent pas perdre ce qu'on a créé. Et c'est une atmosphère qui est unique et qu'on ne retrouve pas ailleurs parce que j'ai envie de dire qu'on est les seuls à vivre en groupe. C'est-à-dire que on va pas aller à l'hôtel. On va louer une grande maison et on va tous loger dans la grande maison. Et on va tous manger sur une grande table. Et on va tous aller s'entraîner ensemble. Et on va faire des conneries tous ensemble. Et on va s'amuser, etc. J'ai vu la dernière vidéo sur les Açores, c'était il y a 1 an et demi, je crois. Quand vous êtes allé aux Açores, c'était génial, quoi. C'est ça, et c'est comme ça tout le temps. Et c'est cette ambiance-là, évidemment, que les athlètes ne veulent pas perdre parce qu'ils savent que si jamais ils quittent Salomon, il y a de grandes chances qu'ils se retrouvent en tant qu'individuels. C'est-à-dire que oui, ils sont sponsorisés par une marque, mais ils perdent l'appartenance à un groupe. Et ça, c'est extrêmement fort. Bon, alors, vous êtes combien, hormis toi, à travailler sur cet aspect-là? Là, aujourd'hui, tu travailles encore sur cet aspect-là? Oui, tout à fait. On est deux. On est deux. J'ai Claire, Zoé Ballas et moi-même. D'accord. Après, je travaille avec beaucoup d'externes. C'est-à-dire que notre kiné, c'est Arnaud Tortel. C'est un externe. Nos community managers, Martina, Philippe, ce sont des externes, notre photographe, Jordi Zaragoza, et notre boîte de prod vidéo. Là encore, ce sont des gens avec qui je travaille depuis 2011 pour Philippe Reiter, 2014 pour Martina, Jordi depuis 2011 également. Donc voilà, on est une équipe et on s'apprécie tous et je pense que ça se sent. Et c'est pour ça qu'on arrive aussi à créer autant d'émulation. Je pense que ça, c'est aussi très important pour les coureurs, mais aussi à l'extérieur, dans l'inspiration des autres, de la communauté et des autres athlètes. Ah, je te confirme, ça se ressent énormément, cet esprit de cohésion chez vous. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. On va évoquer le Golden Trail World Series. Tu es pour beaucoup dans la création. Alors je sais même pas si tu es pas l'instigateur de la création de ce format, de ce championnat. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est, comment fonctionne-t-il et un petit peu la genèse de ce projet? On va commencer par la genèse dans l'ordre, du coup. Bien sûr. Ce qui s'est passé, c'est que au début, dans les années 2015, je discutais avec des journalistes et j'avais du mal à les faire venir sur les courses. Ils avaient du mal à avoir de la lisibilité. Ils disaient, je me souviens des feedbacks, c'était écoute, je me déplace pas sur cette course parce que j'ai regardé la liste de départ, je sais déjà qui va gagner, et puis il y aura peut-être 20 minutes d'écart avec le deuxième, et je vais pas avoir grand chose à dire, et en tout cas ça va être très similaire à ce que j'ai fait l'année passée. Et voilà, fait tout ça, je me suis rendu compte à l'époque qu'il y avait de plus en plus de compétitions et que les élites étaient de plus en plus diluées tout au long de l'année, et qu'il était extrêmement difficile de créer des belles histoires. Moi, quand je vois 3 coureurs Salomon terminer aux 3 premières places du marathon du Mont Blanc, je suis pas content. Ça me plaît pas.
pour moi, c'est pas ça, la compétition. La compétition, c'est avoir les meilleurs coureurs de toutes les marques au départ, et puis de sentir une pression, un stress, du suspense, aller jusqu'au bout. Mais s'il n'y a que l'équipe Salomon qui se déplace sur une course et qu'on fait une course entre nous, il n'y a aucun intérêt. Donc en 2015, j'ai commencé à discuter avec les autres marques en leur disant, écoutez, pourquoi on ne se mettrait pas tous ensemble? Donc j'avais rassemblé autour de la table Scott, Scarpa, Dynafit, La Sportiva, voilà, pas mal de marques spécialistes. Et je leur avais dit, écoutez, pourquoi on ne monterait pas une série tous ensemble? Et on met une course chacun dans la série, qui est sponsorisée par notre marque, et on déplace tous nos athlètes sur toutes les courses. Et comme ça, on sera sûr au moins d'avoir tous les meilleurs élites aux mêmes endroits, et on pourra raconter de belles histoires. Pourquoi raconter des belles histoires? Tout simplement pour que ce sport devienne plus médiatique qu'il ne l'est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est médiatique dans le monde du trail running, du running. Mais l'idée, c'est d'aller chercher des médias beaucoup plus larges, ce qu'on appelle les médias horizontaux, c'est-à-dire l'équipe, la Gazzetta dello Sport, la Marca, et donc de créer vraiment de l'intérêt. Finalement, on se met à avoir plusieurs réunions au cours de l'année 2016, parce que c'était fin 2015, donc 2016, on a plusieurs réunions. Le skyrunning apprend tout ça, est extrêmement mécontent, et du coup se dépêche d'aller signer des contrats d'exclusivité avec le skyrunning, avec leurs organisateurs, et de signer des contrats de 3 ans. Les marques finalement reviennent en se disant, écoute, on a peur d'être dans l'ombre de Salomon, on se retire. D'accord. Donc en 2017, je leur dis, en 2016, je leur dis, écoutez, regardez si en 2017 ça va évoluer. Ça n'évolue pas, c'est-à-dire qu'on a toujours du mal à réunir les meilleurs aux mêmes endroits. Et donc je leur dis, écoutez, je vais le faire tout seul. Enfin, on va le faire tout seul. Donc avec Claire, on a commencé à mettre en place, à travailler sur les règlements, sur l'idée de base qui était évidemment de créer un spectacle, créer le plus beau spectacle de trail running avec les meilleurs coureurs au monde, pour les mettre en valeur, et pour les mettre en valeur, pour mettre leur marque, leur sponsor également en valeur. Et pour cela, il fallait avoir les meilleurs journalistes, il fallait avoir la possibilité d'avoir le trail running à la télévision. Et pour aller jusque-là, et ça prend du temps, il a fallu faire des tests. Donc on a commencé à faire des lives en 2018. En 2017, on a fait le premier live du marathon du Mont Blanc. En fait, ce jour-là, c'était juste moi, mon téléphone, un live Salomon Running sur Facebook, et j'étais sur un VTT électrique, et c'est tout. Et c'était un vrai test, et on a fait un live juste sur la première heure pour voir. Et on s'est rendu compte que finalement, c'était pas si compliqué que ça. Donc on a essayé de continuer sur Sierzinal. Là encore, c'était encore un test seul, avec mon téléphone sur un casque ce coup-ci, et en VTT. Et puis l'année d'après, on a investi. Là, on s'est dit, OK, on veut vraiment voir si on est capable d'avoir un live à la télé. Donc on a investi beaucoup d'argent pour pouvoir faire un vrai live comme il n'y a jamais eu
jusqu'ici sur le marathon du Mont Blanc. On avait des VTTistes, des coureurs à pied, un hélicoptère, un avion relais. On filmait tout en HF, pas en 4G. Comme en fait, on avait exactement la même disposition que le Tour de France. D'ailleurs, on travaillait avec la même société qui filme le Tour de France. D'accord. C'est pour ça que je dis que ça a été ce qui s'est fait de mieux jusqu'ici. Mais en tout cas, on a énormément appris. Et puis on a développé en 2019 des 26 minutes après chaque course et qui ont été diffusées sur beaucoup de chaînes de télé dans le monde et en France sur la chaîne L'Équipe. Et là, on devait en fait travailler normalement sur quelque chose d'encore plus ambitieux en 2020, mais malheureusement, voilà, c'est tombé à l'eau. En tout cas, tout ça pour dire que cette série Golden Trail World Series, elle est vraiment là pour continuer à développer le sport, mais en respectant son essence. C'est-à-dire que quand on vient filmer le trail running, on s'adapte au sport. C'est pas le sport qui s'adapte à la télé. Contrairement au JO. Voilà. C'est sorti. C'est ça. Non, et c'est vrai que c'est compliqué de filmer le trail running quand il faut courir aussi vite que des élites. Donc, on fait des relais avec des coureurs qui courent pendant 5 bornes à fond à côté des élites parce que ils ont entre 3 et 5 kilos sur le dos et qu'au bout de 5 km, généralement, ils n'en peuvent plus, quoi. D'ailleurs, souvent, ils explosent avant. Et c'est la magie du direct. C'est pour ça qu'on essaye de suivre et la course homme et la course femme, parce que de toute façon, dès qu'on quitte en fait une image, on a toujours le pendant et ça nous permet, et ça c'est quelque chose aussi qui est important parce que c'est vrai depuis 2010, depuis le tout début, on a toujours tout fait à 50-50 hommes-femmes. Dans le team Salomon, il y a autant d'hommes que de femmes au niveau international. Quand on met des primes, ce sont les mêmes. Quand il y a du temps d'antenne, on essaye de faire moitié-moitié. Donc vraiment, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et de toute façon, si c'est pas le cas, voilà, Claire va veiller au grain, ouais, tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du mode d'affiliation des courses à la Golden Trail World Series? Comment ça se passe? Comment sont faits les partenariats? Alors, quand on a décidé ça en 2017, on a pris tout simplement les courses les plus prestigieuses entre 21 et 42 km et qui étaient sponsorisées par Salomon parce que c'était le plus simple. Une fois que chacun décide de travailler en commun et d'intégrer la série, on apporte en fait une guideline pour que les courses se ressemblent dans la présentation des athlètes, dans la conférence de presse, dans la communication, dans les designs des vidéos, etc. Donc voilà, c'est toute une approche marketing qu'on met en place autour des événements. On demande pas du tout d'argent aux événements. Les organisateurs ne payent rien. On leur demande juste, par contre, de prendre en charge les primes de course pour les 5 premiers. Voilà, c'est la seule chose qu'on leur demande de faire. D'accord. Mais nous, comme je le disais tout à l'heure, on est une marque Salomon qui vend des équipements. On ne gagne absolument rien du tout à
à organiser, enfin, en tout cas, être partenaire événementiel. Nous, notre but, c'est vraiment de créer de la visibilité et surtout de développer le sport. Bien sûr. Bien sûr. Comment tu vois l'évolution de ce championnat dans les années à venir? Alors, on avait comme benchmark le biathlon. C'est-à-dire que le biathlon a été un sport qui est arrivé très très vite à la télévision. On s'est dit, bah voilà, pourquoi on n'arriverait pas nous aussi à avoir notre place dans des lives à la télé. On est sur des courses qui durent maximum 4 heures, donc on n'est pas plus long qu'une course de cyclisme à la télé. On a même des courses qui durent 2 heures, comme les Dolomites par exemple. Donc on espère continuer à développer la communication pour que ce sport se démocratise et qu'on continue en fait d'inspirer les gens à aller courir en nature. Alors c'est pas possible pour tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui habitent en ville. Par contre, voilà, ceux qui habitent à Paris, je les invite à prendre le train le week-end et de descendre à la gare d'Avon, Fontainebleau. Les chemins sont de l'autre côté de la rue de la gare. Tu connais bien, tu sais bien de quoi tu parles. Exactement. Et là, il y a de quoi se perdre. La forêt, elle fait quand même 70 km de diamètre. C'est un rond. Et c'est juste extraordinaire. C'est une forêt qui est sablonneuse, où il n'y a jamais de boue. Donc vous pouvez y aller aussi bien l'été que l'hiver. Vous allez revenir, vous ne serez pas repeint. Et même moi qui habite maintenant à la montagne, j'ai toujours un énorme plaisir à aller courir dans cette forêt de Fontainebleau ou la forêt de Poligny qui est plus proche d'où habitent mes parents. D'accord. On va revenir un petit peu, la transition est toute trouvée. Alors je voudrais juste te dire que j'ai personnellement avec toi un souvenir de trail. Tu as fait un de mes premiers souvenirs de trail parce que j'étais sur le trail Ubaï Salomon en 2014. D'accord. Sur le petit format de 22 km. Et en fait, tu m'as dépassé parce que tu l'as gagné cette année-là sur le 42 km et tu m'as dépassé juste quand j'étais proche d'arriver sur la ligne d'arrivée et je t'ai vu passer à une vitesse et quand j'ai compris que c'était le premier du 42 et je me suis dit ah oui là, d'accord, là on n'est pas sur la même planète. Donc ça m'avait marqué, tu sais, des fois il y a des choses qui te marquent quand tu fais du trail et celle-là elle m'avait marqué. C'était un de mes premiers souvenirs de trail et ça m'avait fait halluciner la vitesse avec laquelle tu étais passé à côté de moi à ce moment-là. Est-ce que tu peux nous parler, toi, justement, de ton meilleur moment de trail? Alors, meilleur moment de trail, il y en a énormément. J'ai eu la chance de vivre beaucoup de victoires des athlètes. Et ça aussi, ça fait partie de mes meilleurs moments de trail. Un François Den qui gagne l'UTMB, par exemple. Quand voilà, on le suit et on le supporte pendant 24 heures et que tout se passe bien, forcément, on a les larmes qui montent aux yeux. Donc des moments de trail qui sont très forts, j'en ai vraiment vécu énormément et c'est aussi avec Kilian à la Western State. Voilà, c'est difficile, mais je vais raconter une anecdote parmi plein d'autres. En tout cas, c'était cette année-là à The North Face 50 à San Francisco, donc une course de 80 km. Et j'avais été voir Miguel Herras, Christophe Mallardet et tous les coureurs qui étaient là. Il y avait François également. Et je leur avais dit, bon, écoutez, on a quand même pas mal de coureurs américains qui sont forts sur ce genre de profil. Nous, on n'est pas les mieux armés parce qu'on est plus des montagnards. Alors, on va essayer de mettre une tactique en place. Et j'avais un dossard et je leur ai dit, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais partir devant
Et puis, je vais essayer d'emmener des coureurs avec moi. Donc, voilà, départ, je m'étais échauffé comme si j'allais faire un 10 km. Je prends le départ et dès la première côte, je pars tout seul. Et je passe au kilomètre 18 en un petit peu plus d'une heure. J'avais battu le record du checkpoint et tout le monde me prenait pour un fou. Et derrière, en fait, ça commençait à vraiment se poser des questions, à s'accélérer. Et Christophe Mallardet, qui était bien au courant de la tactique, est parti à son tour pour me rejoindre et essayer de créer le doute chez Dakota Jones, chez Mike Wolf et d'autres très bons coureurs qui étaient là. Et finalement, on a réussi notre coup. C'est-à-dire que les coureurs ont été en survitesse sur toute la première partie de la course, donc pendant quasiment 50 km. Et puis, nos coureurs à nous, qui étaient derrière et qui savaient bien, qui devaient en fait attendre la deuxième partie de course avant de créer leur effort, de faire leur effort, et ils sont revenus et ils ont gagné la course. D'accord. Et ce genre de tactique, finalement, on a réussi à gagner beaucoup de courses avec cette tactique-là, avec différents coureurs, différentes courses. Et ça a souvent marché parce que on a la chance d'avoir un gros collectif et des athlètes qui sont prêts à se sacrifier pour les autres juste pour se marrer. Et ton passif avec le vélo de route aussi. Forcément. Mais voilà, donc ça, c'est quand tout roule et que ça fonctionne et qu'on a un Mike Wolf qui vient après l'arrivée me voir en me disant purée, tu nous as bien eu et qui réalise en fait ce qui s'est passé après la course. Voilà, c'est des petits moments de bonheur où on garde ça au fond de sa tête en se disant aujourd'hui j'ai vécu une belle journée, même si moi personnellement j'ai abandonné. Derrière, tout se déroule tellement comme prévu que ça reste des super moments. Ouais. Et est-ce que tu peux nous parler de ton pire moment de trail? Alors, un des pires aussi, parce que forcément, sur autant d'années, il y en a aussi beaucoup. Mais oui, j'étais aux États-Unis à Moab pour une Salomon Ultra Running Academy. Donc, les académies, ce sont des stages qu'on fait chaque année pour recruter les futurs coureurs du team. Alors, on le fait aussi bien pour les jeunes que pour les ultra-trailers, qui sont généralement un peu plus âgés. Et on avait été courir à Fisher Canyon. Magnifique. J'encourage vraiment tous ceux qui ne connaissent pas Moab à aller. Des États-Unis ? C'est dans l'Utah. C'est un des endroits que j'affectionne le plus, tellement c'est unique. On se croit sur une autre planète. C'est Arches National Park, c'est Castle Rock. C'est pas l'endroit où Courtney Dauwalter a fait la Moab 200 ? C'est ça ? Oui, c'est ça. 200 miles, elle a gagné là-bas, non, je crois, il me semble. Oui, tout à fait. et donc, ce jour-là, on avait fait des ateliers pour savoir comment utiliser des bâtons. Et il y avait Sébastien Montaz qui était là et qui voulait filmer de l'action en descente. Et c'est vrai que je me suis un petit peu spécialisé dans la descente et désormais je cours assez vite en descente. Et ce jour-là, j'ai tapé en fait avec mon pied un rocher et je me suis fait une luxation du gros pouce à mon pied.
Et j'ai cru que j'avais cassé ma chaussure, en fait. Ça a été vraiment la sensation, c'était de me dire, bah, comment ça se fait que j'ai cassé ma chaussure? C'est incroyable. Et en fait, j'avais le pouce qui était à 90 degrés vers le haut. Et j'ai eu la chance d'avoir Annie qui faisait partie de la Salomon Ultra Running Academy et qui était également podologue. Et elle m'a remis mon pouce au bord du chemin. Super. Et elle m'a mis un bout de bois entre les dents. Elle m'a dit ça va te faire très mal, alors serre le plus fort possible. Et voilà, c'est un bon et un mauvais souvenir. Mauvais parce que j'ai eu des séquelles malgré tout et j'ai eu mal à ce pouce pendant plus d'1 an. Mhm. Par contre, ça reste encore une fois un super souvenir parce que c'est partagé avec des gens qui sont passionnés comme moi et du coup tout se fait dans toujours une ambiance incroyable. Pour toi, c'est quoi l'esprit trail? C'est la cohésion, c'est le respect, c'est l'humilité. C'est vachement important, je trouve, le respect de la nature, l'humilité face à la nature, mais aussi face aux autres athlètes, le respect des autres athlètes aussi. C'est l'authenticité d'un sport qui est simple, parce que ça reste de la course à pied. Alors après, chacun va le pratiquer de manière différente, selon s'ils sont un cerveau droit ou un cerveau gauche, par exemple, s'ils sont plutôt dans la sensation, dans le ressenti, ou s'ils sont dans le besoin d'un support. C'est-à-dire que certains vont avoir besoin de rien. Ouais, voilà. Il y en a qui vont avoir besoin de rien pour courir. Ils vont être torse nu, ils vont être avec des chaussures minimalistes, etc. Pas de sac à dos. Et puis il y en a d'autres qui vont avoir besoin de compression, de GPS, d'une fréquence cardiaque pour pas se tromper d'allure, des choses comme ça. Donc voilà, l'un et l'autre, enfin, il y a pas de critique à avoir. Hein. Les deux façons de pratiquer sont bonnes. Il n'y a pas une meilleure que l'autre. Et ce que je veux dire, c'est que tous, on a cette sensation de liberté. Et tous, quand on arrive au sommet d'une montagne, même pendant une course, on va avoir Kylian qui va arriver au sommet de la montagne. Il va avoir une émotion forte. Il va prendre son téléphone, il va prendre une photo et il va continuer sa course. Le gars qui est 500e, il arrive au même endroit. Il sort son téléphone. Il a exactement la même émotion. Ça, c'est unique dans le monde du sport. C'est-à-dire que du premier au dernier, chacun vit les mêmes émotions. Chacun parle le même langage. Et quand on passe une ligne d'arrivée, on est capable d'échanger et de partager exactement les mêmes émotions qu'on a vécues. Si je compare ça au marathon sur route, quand tu t'inscris à un marathon sur route, tu commences par donner le temps que tu fais au marathon. Tu dois remplir pour savoir où tu vas te trouver dans ta vague. Et puis, tu as envie de te challenger un petit peu. Donc, tu vas dire, allez, je mets 4 heures. Ok, 4 heures. Qu'est-ce que tu fais une fois que tu es inscrit? Tu vas aller acheter un magazine de course à pied, tu vas aller sur Internet, tu vas te renseigner sur comment tu dois t'entraîner. Tu vas faire des intensités, tu vas aller sur une piste, tu vas aller sur la route, et tu vas faire des allers-retours et tu vas essayer de progresser et suivre tout ce qui est marqué sur ton plan d'entraînement. Tu vas arriver le jour de ta course, tu vas prendre ton départ et puis là, tu as un ballon. Tu as un ballon, un gars qui court avec un ballon, puis c'est marqué 4 heures dessus. Alors tu l'as et tu cours à côté du ballon. Et tu dis, waouh. Tu arrives au ravito, le ballon il commence à s'en aller, et tu fais, oulala, faut que je le rattrape.
tu cours et hop, tu te remets à côté du ballon et tu te dis, bon, bah, là, c'est bon, je suis à la bonne allure, c'est nickel. Et puis, bah, la fatigue se fait sentir. Et donc, il y a 2 options. Soit tu es capable de faire 3 heures, 59 minutes, 50 secondes et tu es le plus heureux du monde. Et soit tu finis en 4 heures et 1 minute et 10 secondes parce que tu affaiblis sur la fin et là tu te dis ah là, j'ai tout loupé, c'est catastrophique, je suis qu'une merde. Et tu vois la différence en trail running, c'est qu'il n'y a pas de chrono. On s'en fout complètement. En trail running, tu passes une ligne d'arrivée. Bah, l'esprit trail, il est là. C'est-à-dire que quand tu passes ta ligne d'arrivée, tu as tes potes qui t'attendent et tu dis vous n'avez pas eu la chair de poule là, quand vous êtes arrivé au sommet là-bas? Mais c'était magique. Enfin, tu vois, et en fait, c'est un échange d'émotions. C'est un échange. Et encore, et toujours dans le partage. Et du coup, chacun se nourrit de l'histoire de l'autre. Et c'est pour ça que ça marche autant. Il faut que ça reste absolument dans cette vision-là des choses, quoi. C'est clair. C'est clair. Bien sûr. C'est absolument indispensable. Est-ce que on arrive vers la fin de notre entretien. Est-ce que tu aurais un dernier sujet à évoquer? Ouais, alors, je l'ai sorti exprès. J'ai écrit un livre, c'était en 2015, mais il est toujours en vente aux éditions Outdoor. Vous pouvez le trouver, ça s'appelle Au cœur du trail. Et dedans, je parle de toutes les valeurs du trail et j'associe en fait toutes ces valeurs à un athlète. Donc, une valeur, un athlète. Je vous donne quelques exemples. La liberté avec Émilie Forsberg, le challenge avec Julien Chaurier, l'humilité avec François Den, la simplicité avec Ricky Gates, le partage avec Kylian Jornet, l'enthousiasme avec Anna Frost, etc., etc. Et dans ce livre, je parle également des Jeux Olympiques, je parle du VTT, de différentes expériences, des bonnes et des mauvaises. Mais en tout cas, c'est un livre qui est toujours d'actualité parce que j'espère que ce sport ne changera jamais. Et je termine d'ailleurs ce livre en disant que je crois énormément en la communauté et que la communauté reste la voix la plus forte pour se faire entendre. Et j'espère que quand il y aura un virage dans ce sport qui sera pas respectueux de l'essence du sport, que la communauté saura réagir et être vent debout. J'espère aussi. Je te remercie. On va terminer par quelques questions rapides. Il faudrait que tu répondes assez rapidement, sans argument. Tu es prêt? On va essayer. Allez. Plat favori après la course? Du riz. Boisson favorite après la course? Une bière. Gel, bar, les deux ou aucun des deux? Bar. Fait maison ou industriel? C'est du fait maison que j'achète. Donc fait maison. Tu préfères courir en France ou à l'étranger? À l'étranger, parce que j'ai déjà énormément couru en France et j'adore explorer, mais j'ai pas le droit d'argumenter. Non, mais tu peux un petit peu donner des arguments quand même, sans être trop long, mais ça, donc c'est étranger alors. Tu préfères la terre ou les cailloux? Avec ta péripétie de tout à l'heure, je pense que je connais la réponse. Les cailloux, les rochers. Tu préfères les cailloux? Ouais, en fait, mon point fort, c'est la descente technique, très très technique. D'accord. Tu connais la Seine-Victoire du coup? Oui, j'ai gagné là-bas une course qui était organisée sur plusieurs jours par Samuel Bonolo. D'accord. Très technique comme terrain. J'adore. Tu préfères les racines ou le verglas? Les racines. Tu préfères courir de nuit ou de jour? De jour. L'hiver ou l'été? L'été.
Le matin, le midi ou le soir? Le matin. Tu préfères courir seul ou accompagné? Accompagné. Et là, je vais te poser une question. Tu préfères le VTT ou le trail? Je savais que ça allait t'embêter, ça. Au jour d'aujourd'hui, le trail. Au jour d'aujourd'hui, le trail. Bon, mais Grégory, je te remercie énormément d'avoir répondu à ma demande et d'avoir partagé avec nous toute cette expérience et tous ces conseils et ta vision du trail. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, en tout cas, de chercher à me poser des bonnes questions et à fouiller un peu dans mon passé aussi. Ah bah c'est normal. Je te dis à très bientôt, j'espère qu'on se croisera sur une des courses. Et puis merci encore. Merci beaucoup. Salut. Salut. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie de Grégory Vollet et je le remercie de nouveau d'avoir participé à un épisode du LTP. Si vous souhaitez rejoindre Grégory sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, il vous suffit d'aller sur Instagram et Facebook à VolletGreg. Mais vous pouvez également le retrouver sur LinkedIn à Grégory Vollet. Si vous souhaitez avoir des informations en ce qui concerne le championnat Golden Trail World Series, il vous suffit de vous rendre sur le site internet Golden Trail Series avec un S à la fin, toutattaché.com. En ce qui concerne le LTP, comme d'habitude, si vous souhaitez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, je vous laisse nous rejoindre sur Facebook à Let's Try Podcast, sur Instagram à Let's Try le podcast, sur YouTube à Let's Try, et n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter que j'envoie tous les mois. Comme je le dis et je le répète à chaque épisode, pour les utilisateurs d'Apple Podcast, une petite note avec 5 étoiles et un petit commentaire permettent d'augmenter la visibilité du projet, et surtout n'hésitez pas à en parler autour de vous car le bouche à oreille est très important pour ce type de projet. Chers auditeurs, j'espère vous retrouver pour un prochain épisode du LTP, mais d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut!